Au vu de la réussite des essais de la CSU, la couverture santé universelle à Pisa dans la préfecture de la Lobaye, le président Touadéra a engagé le 19 septembre dernier, avec la présence consensuelle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires, le lancement des 10 domaines d'impulsion présidentielle qui placent la santé au cœur de sa politique de développement. Il s'agit en effet de faire en sorte que tous les citoyens centrafricains aient accès à des services de santé essentiels sans se heurter à des difficultés financières, c'est-à-dire d'éviter que les familles confrontées à la maladie ne soient obligées d'engloutir leurs économies ou d'emprunter de l'argent au risque de sombrer dans la pauvreté, comme c'est encore trop souvent le cas. La couverture universelle est un enjeu moral lorsqu'on constate combien les crises humanitaires se sont accrues ces dernières années. Pour préconiser cette vision salutaire en RCA où vivent plus de 4 millions d'habitants avec une espérance de vie bien en dessous de 50 ans, le président Touadéra a convié les acteurs internationaux, les personnalités des institutions de la République et d'honorables invités à une rencontre cérémoniale introduite par le visionnage d'un film documentaire illustrant les défis et les enjeux de la couverture sanitaire universelle en République centrafricaine. Le docteur Patrick Eba, directeur pays de l'ONU-SIDA, introduit l'événement du jour et salue le leadership et l'engagement en matière de santé du chef de l'État. La cérémonie sera suivie de l'intervention d'un panel de personnalités. Le docteur Van Zielander, représentant de l'OMS en Centrafrique, nous explique les indicateurs qui relèvent des difficultés financières liées aux dépenses à la santé. En fait, le premier, c'est un index de couverture d'interventions de santé qui comprend des interventions comme notamment les soins prénatales, la vaccination, l'accouchement avec assistance qualifiée de professionnels qualifiés. Et pour la République centrafricaine, cet index est estimé à 33. Globalement, l'index est à 64. Et pour la région africaine de l'OMS, elle est à 43. Et pour vous dire, les pays les plus développés, c'est au-delà de 80%. Donc vous voyez, on a un long chemin à faire pour la République centrafricaine. Le deuxième indicateur qui est utilisé, c'est la proportion des ménages qui dépensent plus de 10 voire 25% de leurs revenus pour la santé. Pourquoi on mesure cela? Parce que nous savons que si les dépenses des ménages dépassent les 20%, c'est beaucoup trop, et le risque de tomber dans la pauvreté à cause de frais médicaux pour la santé sont très, très élevés. Malheureusement pour la République centrafricaine, nous n'avons pas encore une estimation pour cette mesure, mais nous sommes en train de collecter les informations pour pouvoir le faire. Mais l'importance n'est pas seulement combien on dépense pour la santé, mais quand et à quel moment. Parce que ce n'est pas la même chose si vous payez des impôts ou des droits de douane à l'État qui finance les services de santé et les met à disposition peut-être gratuitement ou avec un recouvrement de coûts. Ce n'est pas la même chose si vous payez une mutuelle de santé et une assurance maladie, qui n'est pas très répandue en République centrafricaine, mais si vous payez vos dépenses directement, ce qu'on appelle de votre propre poche, directement au prestataire, c'est la chose qui amène le plus grand risque de tomber dans la pauvreté. Et nous savons qu'en République, ce taux est entre 43 et 46% selon les estimations, donc le double, comme on avait dit dans le documentaire, de ceux qu'on désire. Et avec ces dépenses, en fait, et je tiens à mentionner ceci, que les ménages centrafricains, le peuple centrafricain est en effet le premier bailleur de fonds pour la santé. Avant, dépasse un petit peu, selon les estimations, l'aide extérieure pour la santé est loin devant les dépenses du gouvernement. Il met le doigt sur l'aberration économique des ménages centrafricains comme premier bailleur des besoins de santé. Celui-ci illustre ses propos. Et juste pour y revenir, je pense que le cas de la femme qui a en fait évité des dépenses qui étaient conseillées par l'équipe médicale pour éviter des dépenses catastrophiques pour sa famille. Elle en a payé le prix et elle a perdu l'enfant et elle est tombée gravement malade elle-même. Donc ça illustre très bien ce concept
de risque de tomber dans la pauvreté pour ces dépenses directes de la propre poche. Deuxièmement, vous avez vu le récit sur l'épidémie de méningite. C'est pour démontrer le paquet, parce qu'au début du programme de vaccination, il y avait seulement 7. Maintenant, le calendrier national de vaccination en RCA protège contre 3 méningites bactériennes. Quand j'étais jeune interne dans ma ville natale, j'avais toujours la terreur de rater un début de méningite chez un petit enfant, parce que c'est très risqué, ça peut être très fulminant, c'est pas facile à reconnaître, et les médecins que vous avez vus ici ont le même souci. Maintenant, au moins 3 des causes de méningite bactérienne, on peut les prévenir à travers les vaccins, et c'est ça quand je parle du paquet. Donc, pour revenir, je pense que les programmes de santé publique, comme celui du programme de vaccination élargie, sont vraiment un élément clé de la couverture sanitaire universelle, et le décret sur la gratuité ciblée des soins pour les femmes enceintes, allaitantes, les enfants de moins de 5 ans et les victimes de violences basées sur le genre est aussi un pas envers la réalisation de la couverture santé universelle pour que tous les Centrafricaines et les Africains aient accès à la santé partout sans ne laissant personne de côté. Merci. Le docteur Somsé, ministre de la Santé et de la Population, nous expose son projet de réhabilitation de la formation sanitaire sur le territoire. Par exemple, avec l'aide internationale, ici dans l'Ombiampoko, avec l'aide de KFW, pour ne citer que cet exemple, nous allons réhabiliter toutes les formations sanitaires de l'Ombiampoko. Et ceci d'ici la fin de 2020. Et il y a d'autres contributions qui sont déjà en œuvre et qui sont prévues. Nous sommes certains d'assurer à la plupart de nos femmes enceintes un accouchement sûr, assisté par du personnel qualifié partout dans le pays. Et à cet effet, l'une de mes tâches, disons, définies dans ma lettre de mission, donc reçue du Premier ministre du gouvernement, c'est de nous assurer que tout le pays est doté de personnel qualifié. Et les nouvelles dispositions qui seront prises pour garantir cela commenceront dès l'intégration prochaine, où les intégrations se feront contre des postes qui sont déjà définis, contre un plan d'effectifs et moyennant un contrat sans lequel la personne ne sera pas intégrée. Donc, et l'accent sera mis sur du personnel obstétrical, de telle sorte que dans toutes nos formations sanitaires, tout au moins jusqu'au niveau du centre de santé, nous ayons au moins une assistante accoucheuse pour assurer un accouchement sûr. La plupart donc, de ces domaines font déjà l'objet de chantiers, tels que l'assurance maladie qui fait déjà l'objet d'un processus d'études, la gratuité ciblée qui est en instance d'être lancée. Nous attendons juste d'avoir des médicaments pour le lancer. Nous sommes conscients, monsieur le facilitateur, des implications multiples et diverses de la mise en œuvre de cette domaine d'impulsion, mais avec l'implication personnelle du chef de l'État et la mobilisation de tout le gouvernement, de tous les secteurs, nous sommes confiants de surmonter ces défis. Voilà ce que je peux vous dire en peu de mots. Monsieur Roger Okoapengia, maire de la commune de Pissa, intervient sur les résultats prometteurs des tests d'un système de CSU à Kapou et témoigne d'une affluence accrue des soins de la population de la commune. Le centre de santé de Pissa passe à 450-500 consultations par mois. Cela veut dire que c'est un effort déjà. En ce qui concerne les consultations prénatales, avant, pour les naissances, il y avait 47. Aujourd'hui, nous sommes à 70 consultations prénatales à la formation sanitaire de Pissa. Les AK également, les minorités AK fréquentent la formation sanitaire. L'accouchement, qui était de 30 à 35 par mois, passe déjà à 45-50 naissances au niveau de la formation sanitaire. C'est déjà un effort. Le traitement anti-tuberculeux a fait une extension sur 20 km et les malades y adhèrent. Les malades ont compris qu'effectivement ils doivent venir se faire consulter et prendre les médicaments qui sont gratuits.
La gratuité des soins ciblés est effective. On offre le paludisme. Les produits pour soigner le paludisme est disponible à la formation sanitaire de PISA. La vaccination des enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. La prise en charge des enfants malnutris. Ce qui est encore mieux pour nous, avant la couverture sanitaire à PISA, il y avait seulement 6 formations sanitaires, de Kapou à Batomé. Mais aujourd'hui, on est passé à 7. Pourquoi? Parce que le centre de santé de Béréo, qui était fermé il y a près de 40 ans, est réouvert grâce à cette politique. Cela veut dire qu'il y a des avancées. La population qui s'intéressait plus aux tradipraticiens a compris que maintenant, il faut aller dans les formations sanitaires. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le document que nous détenons ici. Parce qu'une fois le travail est terminé, on a eu les 10 impulsions, les 10 domaines d'impulsion du domaine présidentiel. Et c'est ce document-là qui nous a permis de tenir des réunions avec tous les chefs de village et de quartier, les représentants des confessions religieuses, les représentants des associations, des groupements. Et on leur fait la lecture pas à pas pour dire que la santé aujourd'hui, nous devons être responsables de notre santé. Et nous devons féliciter plus nos partenaires parce que de Kapou, frontière avec Ombelapoko, juste à Batomé, frontière avec Maïki, la commune de Pissa a des forages partout. Donc la population de la commune de Pissa a accès à l'eau potable. Cela veut dire que c'est des avancées. Cela veut dire que nous faisons des efforts, mais nous remercions beaucoup le chef de l'État pour le choix de Pissa. Ça a été un honneur pour nous, mais la population fait des efforts également pour que cette politique soit appropriée par elle-même. Donc il y a des efforts qui se font. Merci beaucoup. Madame Christine Mouingana, représentante de l'UNICEF en Centrafrique, nous parle de l'importance des facteurs clés de la mise en place de la CSU, ceci en faisant des parallèles sur des facteurs de succès d'autres pays d'Afrique, notamment le Rwanda, et souligne l'importance de la notion de redevabilité de tous les acteurs dans ce projet. Raconter l'histoire de ce qui s'est passé là-bas pourrait être long. Un facteur important, c'était l'intention d'être particulièrement focalisé sur les personnes vulnérables dans leur approche. Ils ont ainsi mis en place des mutuelles de santé. Il y avait d'autres mutuelles pour d'autres catégories de population, mais de catégories socio-professionnelles. Mais il y a une mutuelle de santé pour les plus vulnérables qui a été pilotée en 1999, portée à l'échelle en 2004, et qui a permis de maximiser la couverture sanitaire universelle dans le pays, au Rwanda. Un autre facteur clé que nous retrouvons aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer, avec l'événement d'aujourd'hui, c'est une volonté et un engagement politique à tous les niveaux, du plus haut au plus décentralisé. Il y a eu aussi, et il continue à y avoir, une adhésion massive des communautés, et ce malgré qu'on leur demandait à certains une contribution. Elle est modeste pour ceux qui sont les plus défavorisés, mais il y a une contribution qui en fait crée cette relation saine entre le prestataire de services et celui qui les reçoit, où on n'a pas l'impression qu'on est là pour quémander, pour demander, pour recevoir une charité, mais on contribue et il y a une relation de partenaire presque d'égal dans cette relation au niveau des services de santé. Il a aussi été conçu une redevabilité de tous les acteurs à tous les niveaux, et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. On le fait déjà avec les approches que nous apporte la Banque mondiale, le Fonds Bécou. Donc comment s'assurer qu'on construit cette redevabilité dans les approches qui sont définies, mises en place. Les infrastructures de santé sont décentralisées avec un réseau fonctionnel d'agents de santé communautaires, et on
vient d'en entendre une illustration maintenant. C'est quelque chose qui se fait ici en Centrafrique, mais il faut le renforcer, il faut l'appuyer. Monsieur Driss Zinedine El Idrissi, représentant de la Banque mondiale, nous parle des dons en investissement et les appuis budgétaires sur les projets de développement, en l'occurrence dans le domaine de la santé en République centrafricaine. On dépasse des interventions pour aider la République centrafricaine sous forme de dons, et ce montant dépasse les demi-milliards de dollars actuellement, c'est-à-dire quelque chose comme 300 milliards de francs CFA. Donc c'est le montant que la banque met à la disposition de la République centrafricaine. Tous les domaines qui sont cités dans les domaines d'impulsion sont concernés. L'eau, assainissement, l'énergie, les routes, l'éducation, la protection sociale, le travail avec les communautés au travers du projet Londo, mais aussi la santé. En ce qui concerne la santé, nous intervenons avec 3 projets. Il y a un projet qui est en cours, qui s'appelle CENI, et qui intervient sur la gratuité des soins, le financement basé sur la performance comme au Rwanda, ainsi que le renforcement du système de santé. Le deuxième projet, vu les risques épidémiologiques et le risque Ebola et d'autres risques de maladies, la banque apporte un appui de 15 millions de dollars sur un projet Redisei. CENI, c'est 53 millions de dollars. Sur CENI, juste préciser que le gouvernement apporte aussi une contribution par rapport à ce projet, directement au projet. Le troisième projet est un projet sur le capital humain et sur l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a soumis une proposition à Monsieur le Vice-président de la Banque mondiale il y a quelques mois. Donc on est en train de préparer ensemble un projet, peut-être qui porterait le nom de Ngongouali, parce qu'il porte sur l'autonomisation de la femme, l'éducation, la protection sociale, mais aussi la santé reproductive et la santé d'une manière générale, ainsi que le renforcement institutionnel de tous les départements et institutions publiques et les ONG qui interviennent dans ces domaines. Et le montant de cette intervention est de 100 millions de dollars. Donc, les interventions de la banque sur cette affaire de santé et les activités connexes seront dans quelques mois à peu près de 8 dollars par habitant et par an. Donc c'est à peu près 5 000 francs CFA par habitant et par an. Donc c'est une contribution au financement général de la santé, parce que dans le financement, il y a les partenaires, il y a aussi l'État, il y a aussi les autres intervenants dans l'économie, à savoir les ménages et les entreprises, mais aussi il y a la société civile qui intervient dans cela. En ce qui concerne la Banque mondiale, il y a d'autres dimensions d'intervention, comme par exemple l'appui budgétaire. Et cette année, le gouvernement centrafricain a bénéficié d'un appui budgétaire de 100 millions de dollars. Sur cet appui budgétaire, une des conditionnalités parmi d'autres qui portent sur les finances publiques, la gouvernance, l'éducation, la protection sociale, il y a aussi la gratuité des soins pour les mères enceintes, les mères qui allaitent et les enfants de moins de 5 ans. L'autre volet d'intervention de la banque, c'est l'assistance technique et le renforcement des capacités institutionnelles. Par exemple, nous avons soutenu le gouvernement pour élaborer un dossier d'investissement pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Nous avons également effectué des études selon l'avantage comparatif de notre modeste institution qui porte sur l'espace fiscal de santé ou des études qui pourraient venir dans l'avenir pour soutenir l'assurance maladie, comme les études actuarielles. Et d'une manière générale, nous allons soutenir
le gouvernement dans son effort d'élaborer la stratégie nationale de financement de la santé. Donc ce sont ces axes-là, non seulement le financement, vous avez vu la contribution de la banque, et continuera à soutenir le gouvernement et les hautes autorités du pays. Je voudrais terminer avec quelque chose, c'est que lorsqu'on voudrait se diriger vers la couverture sanitaire universelle, il y a des interventions de santé, mais il y a aussi des interventions par rapport à l'équité et la couverture de la population par des régimes qui évitent les dépenses catastrophiques. Et pour cela, la banque sera à côté du pays pour élaborer ses politiques, faire toutes les études possibles et continuer à financer la couverture sanitaire universelle. Merci. Le ministre de la Santé revient sur la nécessité d'une mobilisation de tous les acteurs et instrumentalise son département pour matérialiser les domaines d'impulsion du chef de l'État. Le ministère de la Santé n'est qu'un outil. Et la couverture sanitaire universelle ne sera possible que si tout le monde se mobilise, comme un seul homme, à tous les niveaux. Et nous en avons, bien entendu, aujourd'hui la démonstration, en commençant par une unité de leadership politique. On a une unité au niveau stratégique. Bien entendu, ici, le ministère de la Santé constitue l'épine dorsale, donc qui matérialise cette unité sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel. On a les communautés qui sont là, matérialisées par des communes qui désormais ont constitué pour nous le point d'ancrage pour faire avancer la couverture universelle. Le président de la République avait déjà, sur la base de l'expérience de PISA, donné des instructions pour que toutes les communes de ce pays puissent se doter d'une feuille de route, puissent s'engager. Et j'avais déjà pris contact avec monsieur le maire de la ville de Bangui, qui est le président de l'association des maires, et avec l'UNICEF, il est envisagé dans un bref avenir une réunion de tous les maires de Centrafrique dans ce sens. Donc nous sommes bien et bien partis. Merci beaucoup, monsieur le président. Le président Touadéra conclut cette cérémonie en insistant sur l'importance de cette dividende de paix qui est la santé des citoyens de la nation. Celui-ci réitère l'essentialité d'une cohésion entre les partenaires et le gouvernement. Ces 10 domaines d'impulsion présidentielle sont un engagement et une vision nationale. L'accès aux services de santé doit être un dividende de la paix ressenti par tous. Aucun Centrafricain, aucune région de notre pays ne sera laissée pour compte dans la mise en œuvre de cette ambitieuse initiative. Les 10 domaines d'impulsion portent un partenariat entre les communautés et le gouvernement. Cela nous impose un changement de paradigme fondé sur un partenariat égalitaire avec les communautés, capitalisant sur leurs perspectives, leurs atouts et leurs potentialités. Cette vision est un impératif d'action. C'est pourquoi j'instruis le ministre de la Santé de mettre sur pied un mécanisme national de leadership et de coordination pour la mise en œuvre des 10 domaines d'impulsion présidentielle. Des feuilles de route communales devront être adoptées pour traduire la vision en réalité pour la santé et le bien-être de tous. Dans la réalisation de cette vision, je suis persuadé que le gouvernement pourra compter sur l'engagement résolu de nos partenaires techniques et financiers et sur tous ceux qui sont engagés pour la santé universelle, la santé pour tous dans notre pays. C'est sur cet appel à la mobilisation que je déclare lancer les 10 domaines d'impulsion présidentielle sur la couverture sanitaire universelle en République centrafricaine. Je vous remercie.